Bonjour à toutes et tous et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ENVT. Il s'adresse au personnel, aux étudiantes et étudiants, aux enseignants et enseignantes. Il s'adresse à celles et ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse. Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, sur tout ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche. Bonjour à tous, c'est Philippe Broneisen, je suis avec Vincent Gaucher et aujourd'hui on reçoit Laura Gégou qui est vétérinaire 100% porcine à l'Écousse, à 30 minutes au nord de Rennes, juste à côté du Mont-Saint-Michel, diplômée donc en 2021. Donc salut Laura, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que la description sommaire que j'ai faite ? Ouais, donc du coup je suis arrivée à l'école Véto en 2016. À la base je voulais faire de la chirurgie canine. Donc autant dire comme 90% des étudiants, je dirais. Puis j'ai découvert le cochon en fait à l'école avec les cours tout d'abord. Puis en 4e année, on devait faire un stage en rural. Moi, je voulais absolument éviter la bovine. Le stage de première année m'avait suffi. Okay. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas partir justement dans les espèces un peu atypiques, donc porc ou volaille. J'ai choisi le porc et puis là, je tombais amoureuse du cochon. Du coup, dernière année, j'ai choisi de faire une année avec que du cochon. Donc là aussi on se pose quand même pas mal de questions en disant est-ce que c'est normal, je suis la seule de mon école à faire ça. Finalement j'ai tenté l'expérience et voilà, j'ai fait une année de stage et puis derrière j'ai trouvé mon job chez Chêne Vert, donc à l'Écosse comme tu as dit juste avant. Et donc justement il n'y a pas beaucoup d'étudiants qui sont forcément qui dirigent vers cette filière, et toi qu'est-ce qui t'a motivé à aller vers le porc ? Alors moi, ce qui m'a le plus motivée, je pense, c'est la partie clientèle, on va dire. C'est-à-dire que nous, on a affaire à des professionnels. Donc en gros, j'ai pas de kiki qui m'appelle à 2h du matin parce que il a un peu de travers. Moi, c'est vraiment quand les éleveurs m'appellent, c'est qu'il faut vraiment que je me déplace. On a vraiment une certaine relation avec le client, je trouve, qui est vraiment agréable. C'est aussi, on n'a pas de garde. Donc aussi, tous les soirs, je peux dormir dans mon lit. Pas de garde du tout, jamais. Pas de garde du tout, voilà. Donc, on a une permanence de soins, mais bon, les éleveurs nous appellent jamais la nuit. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même assez confort, on va dire. Et puis, le cochon, c'est une espèce que j'apprécie beaucoup. C'est un métier qui est très diversifié. Donc, c'est-à-dire que dans une journée, je vais faire des autopsies, je vais aller faire des visites, je vais aller derrière aussi travailler sur des sujets, par exemple, la digitalisation. Moi, j'adore tout ce qui est numérique, etc. Donc, j'ai pas mal de projets dans le numérique. Je vais aller faire des formations pour les éleveurs. Je vais aller dans des congrès, à la fois nationaux, mais aussi à l'international. En Grèce, à Budapest, au CES à Las Vegas, voilà quoi. Wow. C'est vraiment très, très diversifié. C'est ça aussi qui fait la bonne partie du métier. Et du coup, c'est la question que je me posais avant que tu viennes, c'était est-ce que tu avais toujours eu cet attrait pour la médecine porcine ou est-ce que c'est pendant ton école que ça s'est développé, donc tu as répondu à ça. Et j'aimerais comprendre un peu mieux comment ça a apparu. Est-ce que c'est avec les cours du coup qu'on a eu, surtout en 2e année si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est ça qui t'a parlé en premier, avant le stage ? Oui, alors ça a commencé par les cours. Je me suis dit, tiens, ça a l'air intéressant, mais bon, un peu comme tout le monde, hein, je vais en amphi, je me dis, pourquoi pas, hein, mais c'est vraiment le fait, je me suis dit, je vais quand même m'y intéresser, puis le stage en 4e année, voilà. Moi, je voulais vraiment éviter la bovine, hein. Ouais, d'accord. Donc je me suis dit, c'est aussi une alternative. Et puis après, le cochon, c'est une espèce aussi que j'aime depuis que je suis toute petite. À la ferme, il fallait aller voir le cochon avant tout. Donc je me suis dit, c'est l'occasion un peu de découvrir ce que c'est et puis savoir aussi pourquoi personne ne va aller là-dedans, quoi. Ouais. Donc... Est-ce que c'est parce que les gens ne connaissent pas ou est-ce que c'est parce que vraiment c'est pas top, quoi. Et donc ta réponse, c'est que les gens ne connaissent pas ? Ma réponse, c'est clairement que les gens ne connaissent pas. D'ailleurs, si tu devais motiver des gens à vouloir y aller, tu leur dirais quoi ? Je leur dirais, pour avoir pas mal d'amis qui sont en canine ou en bovine, ce qui revient souvent, c'est « moi, j'en ai marre de la clientèle ». Moi, c'est quelque chose, je ne dis jamais ça. J'ai peut-être un client chiant dans ma clientèle, comme tout le monde. Mais je veux dire, dans une journée, j'ai pas 40 000 personnes qui sont chiantes. Pareil, mon emploi du temps, je fais ce que je veux. C'est-à-dire que c'est moi-même qui place mes rendez-vous. Si je veux que la visite dure 4 heures, elle dure 4 heures. Si je veux que ça dure 2 heures, c'est moi qui choisis que ça dure 2 heures. Mais je suis vraiment libre de mon emploi du temps. Je suis assez autonome dans ce que je veux faire. Donc rien que pour ça... Et justement, dans la relation avec les éleveurs, est-ce que c'est un peu pareil qu'en bovine ou c'est une relation qui se fait un peu à long terme et avec on vient plusieurs fois à la ferme, etc. et on
on établit une relation de confiance ou ça se rapproche plus de la canine où on vient plus ponctuellement et on les voit moins souvent du coup? Non, alors c'est vraiment comme la bovine, hein, c'est-à-dire que voilà, les clients, on les a, on va dire, toute la durée de notre carrière. Hein, je veux dire, c'est des clients, voilà, ceux qui restent fidèles, voilà, on est vraiment proche d'eux. On connaît le nom de leurs enfants. Je veux dire, voilà, c'est vraiment une relation de confiance qu'on instaure avec eux. Et donc dans la médecine porcine, il y a une notion qui est hyper importante, c'est celle de médecine collective. Historiquement, les vétérinaires ils se sont distingués un peu des autres corps de métier il y a plus de 100 ans maintenant en développant justement les aspects d'hygiène, les aspects de zootechnie, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette philosophie-là qui est un peu centrale, je pense, dans ton métier et nous expliquer ce que ça change par rapport à l'approche plus individuelle qu'on a avec des chiens ou des chats? Alors c'est ça aussi qui contribue au fait que je prends pas forcément la bovine, parce que c'est vrai que porc, bovin, on peut se dire, au niveau clientèle, c'est assez pareil, hein, c'est ce que tu me disais. Sauf que, en fait, le fait qu'on travaille sur une médecine de troupeau, on agit beaucoup en préventif. C'est-à-dire que on m'appelle dans l'urgence, évidemment, mais pas que. Voilà, je fais pas mal de visites en amont. Je fais à la fois, je regarde tout le bâtiment. Donc à la fois de la ventilation, je vais aller regarder, je sais pas comment le bâtiment est fait également, le nombre d'animaux par case, la qualité de l'eau, l'aliment, la génétique, bref, je vais regarder tout ça. Je vais être aussi accompagnée par pas mal de personnes autour de moi. Donc je vais avoir un technicien aliment, un technicien génétique. Donc c'est aussi une équipe. Donc c'est vraiment une relation qu'on a tripartite, je dirais, à la fois entre l'éleveur, le véto et le technicien. Et donc vraiment le but c'est de faire du préventif avant tout. Et donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas une seule de mes visites qui se ressemble, parce que voilà, les pathologies on va en faire un petit peu, hein, évidemment, mais c'est pas c'est pas le principal de notre métier, quoi. C'est vraiment le préventif et essayer de l'aider au maximum pour améliorer ses performances, pour toujours être meilleur et respecter bien le bien-être animal, quoi. Et tu es parti en Bretagne, qui est le berceau de l'élevage industriel de cochons. Est-ce que tu te verrais ailleurs ou est-ce que c'est vraiment le must pour une véto porcine française? Alors pour le cochon, c'est vrai que la Bretagne, c'est quand même le must, hein, on va dire. C'est là où tu as toutes les pathologies, on va dire, qui peuvent être présentes aussi. Hein. C'est là aussi où tu fais un peu moins de route. Parce que quand tu es dans le sud-ouest, c'est bien, mais les élevages sont tellement dispatchés que tu fais quand même pas mal de route. Après, je pense que voilà, c'est en fonction aussi des jobs qu'il y a. Hein. Si dans le sud-ouest, il y a un job et que vous voulez rester dans le sud-ouest, allez-y. Hein. Voilà, quitte à faire par contre... ça t'a pas gêné du tout d'être entre guillemets contrainte d'aller là-bas du coup? Alors moi, à la base, je suis originaire entre Avignon et Marseille. Donc, je suis pas du tout ce point-là. Donc, à l'opposé total, voilà, de la Bretagne. Okay. Donc, au début, oui, c'est vrai qu'on est loin de sa famille. Hein, donc, au début, c'est un peu particulier. Mais après, le paysage breton est quand même vachement beau. Beaucoup de choses à faire. Je me suis aussi découvert des passions pour la mer, tout ce qui est plongée, etc. Donc, au final, je ne regrette pas mon choix. Ok. Juste pour ma curiosité, ça fonctionne un peu comme les filières avicoles. Au final, les éleveurs de porc sont intégrés aussi dans des groupements de production, etc., ou ça marche pas tout à fait pareil? Alors, ils sont pas tous intégrés. Donc, en fait, à Chêne Vert, on est une structure indépendante. Donc, on travaille beaucoup avec des éleveurs indépendants qui ont aussi qui sont aussi dans des coopératives, hein, mais pas tous. Hein. Il y en a certains qui vont fonctionner un peu en solo, d'autres qui vont être dans des coopératives très, très intégrées, mais dans lesquelles on va quand même aller dans leur élevage, mais souvent aussi en binôme avec le véto de la coopérative. Puis d'autres qui sont un peu entre deux, c'est-à-dire ils vont avoir la coopérative pour l'aliment, pour vendre le cochon, mais pas forcément pour la génétique, pas forcément pour tout le reste, quoi. Ok, et donc dans ce cas-là, les techniciens, ils viennent d'où s'ils viennent pas des groupements de production? Est-ce que tous les éleveurs de porc sont suivis par des techniciens aussi ou pas? Globalement, il y a quand même, oui, souvent des techniciens, puis c'est souvent voilà, quand même les techniciens de la coopérative, parce que pour vendre le cochon, quand même, il y a souvent une coopérative derrière. Ok. Il y a différents degrés, si tu veux, d'intégration dans une coopérative. Ouais, okay. Et tu es toujours avec les mêmes techniciens ou pas? Alors nous, non, parce que vu qu'on est indépendant, on travaille vraiment avec tout le monde. Donc, je suis avec tous les techniciens de coopérative, toutes les génétiques aussi. Donc, non, j'en ai pas mal de différents. Ok. Ouais, c'est ce qui m'avait intéressé aussi. C'est vrai que pareil, en quatrième année, j'avais ce stage de production animale à faire. Je n'étais pas spécialement répulsé par la bovine, mais je m'étais dit que c'était l'occasion de découvrir autre chose. Donc j'avais fait de l'avière, moi, pour le coup. Et l'avière et la porcine, c'est vrai qu'on les met toujours un peu ensemble à l'école, alors qu'en fait, ça n'a pas non plus grand-chose à voir, je pense. Enfin, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas. Si, c'est différent quand même. C'est quand même bien différent. Mais et à ce sujet, du coup, est-ce que tu trouves que la porcine,
elle a été suffisamment abordée pendant tes années d'école? Est-ce que tu as dû te mettre à niveau vraiment pendant tes stages et en pratique, ou est-ce que en fait, tu avais déjà une bonne base? En fait, les cours de base que tu as pendant ta formation sont suffisants? Est-ce que sans l'approfondissement, tu n'étais pas du tout au niveau? Est-ce que l'approfondissement suffit à te mettre au niveau, tout ça, quoi? Alors honnêtement, l'école, ça m'a pas suffi. C'est-à-dire que les cours, c'est bien, comme vous tous, hein, on apprend un peu les cours et puis finalement, on oublie un petit peu. On voit pas trop l'intérêt sur le terrain, hein. On nous parle pareil. Nous, on fait pas mal d'examens complémentaires, de bactériaux, séro, histo, tous ces mots, c'est bien beau. PCR, ah oui, je connais bien le principe de la PCR, mais après l'interpréter... Donc, en fait, c'est vraiment derrière ma dernière année d'approfondissement, c'est vraiment les stages terrain qui m'ont aidé. Pareil, faire une prise de sang sur un cochon, j'en ai jamais fait avec l'école. Donc j'ai vraiment tout ce qui est acte technique, j'ai tout appris sur le terrain, tout. Et même là, à Chêne-Vert, j'ai commencé avec pas mal de visites en binôme et puis on m'a vraiment formée pendant mon boulot. Hein. Pendant 6 mois, clairement, j'étais payée comme un salarié qui venait d'arriver, mais je veux dire, derrière, j'étais pas autonome du tout. Hein. Et justement, dans les cours ou à l'école, est-ce que tu aimerais qu'il y ait des choses qui soient rajoutées ou des choses qui soient faites différemment pour soit peut-être intéresser plus les étudiants ou être plus compétent à la sortie de l'école? Alors, je sais pas si c'est toujours d'actualité, mais nous, on avait une sortie obligatoire à faire en porc ou volaille, en 3e année, je crois, dans le cursus. Vous ne devez pas visiter obligatoirement Il n'y avait pas vraiment de visite obligatoire, il y a la rotation de 4e année, là, c'est ça. où tu visites parfois des élevages. Mais ah oui, voilà, le parfois, c'est bien ce qui me semblait. Ça dépend un peu, ça dépend des disponibilités. Après, nous, il y a eu le Covid, donc ça a mis un peu le bazar là-dedans aussi, mais en théorie, c'est censé être fait. Après, moi, mon année, en fait, on avait entre guillemets le choix entre une visite en porc ou en volaille. J'ai trouvé ça dommage que finalement, j'ai jamais visité un élevage de volaille. Peut-être que si j'avais visité un élevage de volaille, ça m'aurait plu, je serais partie d'un volaille, hein, on ne sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est, oui, je pense, obligé au moins d'aller une fois en porc, une fois en volaille. Après, les cours, les cours, ça reste les cours. Hein, mais, et puis vraiment, peut-être faire intervenir justement des vétos du terrain pour venir parler de leur boulot. Parce qu'au final, je me rends compte là, avec mes collègues qui sont sortis de la même promo, en fait, ils ne savent pas ce que je fais. Quand je leur dis, ils me demandent, mais tu fais quoi, toi? Tu fais... T'as quasiment pas d'acte, quoi. Oui, je vais faire des prises de sang, je vais faire des prélèvements, des autopsies, mais je fais pas d'opération. Je fais pas de radiographie, je fais pas ce genre de choses. Donc, qu'est-ce que je fais? Et c'est toujours la question qui revient partout, que ce soit sur mon compte Instagram, que ce soit de la part... C'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'un vétoport, quoi? Le 3 mai dernier, donc il y a 2 semaines à peu près, est sorti un article dans Le Monde sur l'héritage patriarcal auquel faisaient face les jeunes vétérinaires en fait dans leur profession et au sein du milieu agricole. Et du coup, je voulais savoir un peu ce que toi, tu avais ressenti en sortant d'école. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as fait face, toi qui es dans un domaine un peu particulier, qui est celui de la médecine porcine, par exemple? Parce qu'on a souvent des retours de jeunes femmes vétérinaires en milieu rural, bovin souvent, qui font face parfois au machisme d'un certain milieu, etc. Est-ce que toi, tu as le sentiment d'avoir subi ça ou pas? Alors honnêtement, ça dépend. Hein. Je vous cache pas que des fois, oui, on peut avoir des éleveurs qui sont un peu matistes, mais je pense dans tous les milieux. Après, ce qui est important de faire, le conseil que je pourrais donner aux jeunes femmes actuellement, c'est vraiment de s'assumer. C'est vraiment de dire, c'est pas parce que je suis une femme que je vais pas y arriver. De toute façon, après, pour les éleveurs qui sont vraiment machistes, qui veulent vraiment pas avoir une femme, on peut toujours compter aussi sur nos collègues hommes pour dire, à un moment donné, il veut vraiment pas que je passe, ça sert à rien d'aller à la confrontation, on va faire appel à un collègue. Après, c'est vraiment des cas très rares. Hein. Globalement, j'ai jamais trop de soucis, moi, avec des éleveurs hommes sur ce point-là, quoi. En plus, il doit manquer un peu de véto porcine, je pense. Donc, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Actuellement, je sais plus c'est quoi les chiffres à l'école. Il y a 80% de filles, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, de toute façon, là, on voit la tendance. Hein. Nous, en porc, sur les cousses, on est 5. Il n'y a qu'un seul gars. Sur les 5. Donc tout de suite, voilà. Et puis voilà, l'éleveur, il sait qu'il n'a pas trop le choix et qu'on est autant compétente que les hommes. Donc à ce niveau-là, on n'a pas de soucis. Ça m'est déjà arrivé d'aller en élevage en jupe sans avoir de remarques. Hein. Donc parce qu'il sait les compétences qu'on a et ça ne change rien qu'on soit un homme ou une femme. Ok. Est-ce que comme tu exerces en Bretagne et comme c'est surtout en Bretagne qu'il y a beaucoup d'activités porcines un peu industrielles, est-ce que tu sais si l'école de Nantes forme plus à la médecine porcine ou pas? Est-ce que tu sais s'il y a plus de vétos porcins qui sortent de Nantes ou il n'y a pas de lien de cause à effet pour toi?
Alors pour moi, il n'y a pas de lien cause à effet. Globalement, les 4 écoles, peut-être Lyon quand même a moins de cours encore que nous, hein, mais les 3 autres écoles ont quand même un cursus un petit peu en port. Donc en gros, ça doit correspondre à 15 jours, je crois, dans le cursus. Ouais. Donc c'est vraiment en fait en dernière année qu'on est formé. Sur la dernière année, justement, il y a 2 semaines qui sont en commun entre les 4 écoles. Donc on a la même formation en dernière année. Maintenant, on va parler de ta thèse d'exercice vétérinaire. C'était sur le projet Opportunité. Tu as combiné 3 thématiques, donc, qui étaient le bien-être animal, la filière porcine et l'informatique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consistait le projet et quels ont été les résultats ? Donc en fait, l'idée c'était de créer une application pour le bien-être animal, pour le bien-être des truies, parce qu'actuellement il n'y avait rien qui était fait pour ça. Donc c'est un outil voilà que j'ai développé lors de ma thèse. Et l'idée c'est vraiment de permettre à l'éleveur d'auto-évaluer lui-même ses animaux. Donc je suis partie en fait du protocole Welfare Quality, qui avait déjà des évaluations un petit peu pour les truies, que j'ai retravaillé et puis ensuite qu'on a informatisé, notamment avec Enrique Dumas du service informatique et avec des étudiants qu'on avait eu grâce à Disrupt Campus et puis en allant gratter à droite à gauche dans les universités pour demander de l'aide de la part des étudiants, quoi. Donc voilà. Et c'est une initiative que tu as eue toi-même Oui. Okay. Oui, c'est-à-dire que moi je voulais absolument bosser sur ça. Personne n'y croyait de base. Mais je voulais y arriver. Donc, c'est ambitieux, il faut dire que c'est ambitieux pour un sujet de thèse. Il y a pas mal de gens qui se contentent d'un sujet moins cherché, quoi. Ouais, après, voilà. Donc, pendant tout l'été, pendant 3-4 mois, j'envoyais des mails dans toutes les écoles de Toulouse en informatique. J'ai élargi après même à Bordeaux. Et puis un peu plus à Montpellier aussi. Puis voilà, j'ai fini par trouver des professeurs qui ont bien voulu me répondre, qui ont trouvé mon initiative finalement intéressante. Et comme ça, j'ai une équipe de 10 développeurs. Enfin, il y avait 7 développeurs et 3 personnes dans tout ce qui est RGPD, tout ça, qui ont travaillé avec moi. Parce que toi, tu avais des connaissances un peu en informatique, mais donc pas assez suffisantes pour... Non, voilà, j'ai testé le codage, autant vous dire, ça fait un flop direct. Donc, j'ai quelques notions dans le sens où j'ai pu les aider, j'ai pu rentrer un peu dans le code après pour modifier 2-3 trucs dans l'application, hein, mais voilà, c'était vraiment des bases... Mais ça a dû être un mix un peu assez original, quoi, de l'informatique et la médecine vétérinaire. Tu as dû leur expliquer du coup des choses sur l'élevage porcin ou pas ? Ah bah justement, en fait, on a commencé le projet, puis là, je me suis rendu compte que ça partait pas du tout dans le bon sens. Ils m'ont bloqué rien que le chiffre à 100 animaux. Là, je dis, mais attendez les gars, en élevage de porc, déjà, s'il y a moins de 100 animaux... c'est une ferme pédagogique, quoi. Donc déjà, ils savaient pas du tout à quoi ça correspondait, donc je les ai emmenés en élevage. Voilà, on a pris un minibus à l'école et hop, j'ai embarqué tous ceux qui pouvaient et puis on a été dans un élevage pas très loin et puis je leur ai expliqué voilà, comment ça fonctionnait. On avait regardé une vidéo aussi juste avant, comme ça ils m'ont posé vraiment toutes leurs questions parce que pareil, j'avais des végétariens dans le groupe, donc ça peut j'avais quelqu'un qui était un peu vegan aussi, donc ça peut aussi se poser des questions, pourquoi on fait la castration, pourquoi les truies sont bloquées, pourquoi ci, pourquoi là on avait le même âge, donc ça permettait qu'on discute librement. Et une fois qu'on avait fait cette visite là, le projet a changé du tout au tout. Ils ont vraiment compris ce que je voulais et puis derrière on a avancé très vite, quoi. Du coup, c'est une application qui est disponible, c'est ça, ou c'est comment ça se Donc présente ? C'est ce qu'on appelle une proof of concept, hein. Donc c'est une première application qu'on peut télécharger, donc c'est une API. C'est pas encore sur le Google Store ou Apple Store, etc. Hein. Mais c'est une première application qui est téléchargeable, qui est utilisable, qui fonctionne. Et là, l'idée, c'est qu'à Chêne-Vert, on continue à travailler sur le projet et qu'on aille plus loin et que cette fois, qu'on aille au-delà du proof of concept et qu'on développe vraiment quelque chose qui soit utilisable, téléchargeable à partir des stores, quoi. Et tu l'as déjà dit, mais c'est utilisable par les éleveurs, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est la destination des éleveurs. Et donc, est-ce que tu as déjà eu des retours de la part de certains éleveurs sur... Oui, parce qu'en fait, ma thèse, ça a été de créer l'application. Donc, déjà mettre l'idée en place, créer l'application, et derrière de faire un essai terrain. Et ensuite, de penser aux améliorations. Donc, j'ai fait tout ça, en fait, dans ma partie thèse. Et sur l'essai terrain, on avait une vingtaine d'éleveurs qui ont bien voulu faire. Et globalement, ça a été top, quoi, hein. Ils étaient tous très contents, en tout cas, de l'application. Après, c'est des éleveurs qui prônaient le bien-être animal, hein, mais pas tous l'informatique. Hein, parce qu'il y en a un qui m'a dit, on pourrait le mettre en format Excel, ce serait plus facile. Donc après, ils ont plutôt apprécié. Et c'est ça qui nous donne envie aussi de continuer à travailler sur l'appli.
Et donc, tu as continué de valoriser ce projet en te disant, il faut que je continue à surfer dessus, là où il y a pas mal de gens qui présentent leur thèse, qui se soutiennent et qui sont déjà un peu contents de s'en débarrasser, qui font peut-être les quelques corrections qu'il faut faire. Et toi, tu t'es dit, non, ce travail, il y a moyen d'en faire plus. Et tu continues encore maintenant de le mener à bien. C'est-à-dire que tu l'as fait il y a plus de... Enfin, tu as commencé à travailler dessus, du coup, il y a plus de 2 ans maintenant. Il y a 3 ans, Il y a parce que j'ai 3 ans, commencé ouais. en 4e année. Ouais. Ouais, voilà. Et t'es encore en train de le peaufiner, là, en fait. Ah oui, oui, totalement. Hein. Bah après, ma thèse a été un peu particulière, un peu compliquée des fois. Il y a eu des hauts et des bas. Et tellement compliquée aussi, vis-à-vis de mes relations un peu que j'ai pu avoir lorsque je l'ai faite, que vraiment, ça me pousse à vouloir aller jusqu'au bout et vraiment la peaufiner. En plus, derrière, voilà, quand j'ai commencé à la présenter à mon travail, j'ai vu que tout de suite, ça intéressait les gens, ça intéressait mes patrons, et c'est eux aussi derrière qui m'ont dit « Mais Laura, tu peux pas laisser tomber quelque chose comme ça, va jusqu'au bout et on va t'aider, quoi. » Est-ce que donc à la fin, l'appli, elle te propose des solutions pour améliorer le bien-être ou enfin comment ça se passe? Alors en gros, il prend son téléphone, il va avoir une série en fait d'évaluations qui vont lui être proposées. Donc lui, il va remplir au fur et à mesure. Et à la fin, ça va lui donner en fait un bilan avec des résultats. Donc ça va lui permettre de se comparer en fait à la moyenne des autres éleveurs ou alors aux 15% meilleurs éleveurs de sa catégorie. Et à partir de là, on va pouvoir lui proposer des fiches conseils. Donc c'est des fiches qui sont assez générales. Hein. C'est des fiches qui durent entre 1 et 4 pages. Hein. L'idée, c'est pas de spoiler l'IFIP qui fait des très belles fiches mais très longues. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui permet de communiquer avec son vétérinaire ou son technicien. C'est-à-dire qu'il va avoir son résultat. Après, il va appeler son vétérinaire et il va dire « Je comprends pas. Là, par exemple, j'ai fait l'évaluation tout. Ça fait 3 mois que je l'ai fait et j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Ça tousse de plus en plus. » Et dans ce cas, discuter avec le veto, est-ce qu'on met un seuil d'alerte en place? C'est-à-dire que tu continues à faire des évaluations et dès que tu dépasses ce seuil-là, tu m'appelles, on passe et puis on voit s'il y a besoin de traiter, les mesures à prendre, etc. C'est ce type de choses, quoi. Essayer en fait d'éviter les dérives, quoi. Et pareil aussi pour former les nouveaux salariés, parce qu'en élevage, on a le même problème que chez les vétos, hein, c'est-à-dire que on manque de personnel. Donc parfois, on a des nouveaux salariés qui arrivent, qui découvrent le cochon, qui connaissent absolument rien du cochon, et là, ça permet un peu de les former. Par exemple, on prend l'évaluation boiterie, c'est pas quelque chose de très facile à voir, les boiteries. Là, on peut se dire, tiens, on évalue tous les deux la même case, toi, t'as quoi comme résultat et moi, j'ai quoi? Et ensuite expliquer pourquoi tu as ce résultat-là, est-ce que tu en as manqué, est-ce que tu en as trop vu, et puis vraiment, en fait, c'est un outil qui amène à la discussion derrière. Tu dis qu'ils font des évaluations, c'est ça? Oui. Régulièrement, ça se fait toutes les semaines, tous les mois, ça se fait tous les jours? Alors, il y a des évaluations qui vont se faire 1 fois par an. Par exemple, le taux de mortalité. Il ne va pas changer tout le temps, donc on va le prendre 1 fois par an. Après, il y a des évaluations qu'on va faire plus régulièrement. Par exemple, tout ce qui est un peu pathologie, tout, éternuement, boiterie. Après, voilà, c'est vraiment à l'éleveur, c'est à lui de voir quel problème il a dans son élevage, qu'est-ce qui va changer aussi, hein, parce que peut-être que ça touche jamais chez lui, il n'a aucune utilité à faire dans ce cas l'évaluation tout à chaque fois. L'idée, c'est vraiment que ce soit lui, il fasse une première fois l'évaluation, il voit ses points noirs, et les points noirs, il les refait plus souvent. Et tu disais que c'était quelque chose qui n'existait pas trop au moment où tu y as réfléchi, et du coup, toujours pas, à part du coup cette initiative, j'imagine. Et quand tu disais que ça n'existait pas, c'était à l'échelle française ou à l'échelle mondiale? Il n'y a pas trop d'équivalent? En fait, il y a des choses qui existent, mais en papier. Ah oui. La partie numérique, pour l'instant, il y a l'IFIP qui a développé l'outil BIP, donc pour le porc charcutier, mais pour la truie, il n'y a absolument rien à ma connaissance. Après, peut-être qu'il y en a en développement, hein, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a aucun outil qui est sorti, que ce soit en France, et si je dis pas trop de bêtises, normalement aussi en Europe, quoi. Ok. Et du coup, tu avais travaillé avec VetInTech sur cette thèse déjà à l'époque ou pas? Alors pour VetInTech, en fait, ma relation, c'est plus que j'ai fait le trophée Numanima, auquel j'ai participé et j'ai remporté le prix Numanima, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup un peu ce qu'est VetInTech et quel était ce trophée? Parce que ça, je ne l'ai pas bien compris dans mes recherches. Ouais. Alors en fait, VetInTech, c'est une association qui prône tout ce qui est digitalisation auprès des vétérinaires, donc que ce soit des vétérinaires ruraux, canins, équins, indus, bref, tous les vétérinaires, quoi. Et en fait, chaque année, ils mettent en place 2 types de trophées. Donc il y a le prix de thèse. Donc là, en gros, qui est vraiment adressé aux étudiants. Donc, c'est-à-dire, vous avez une thèse que vous avez soutenue. Vous pouvez derrière la proposer à ce trophée-là et ça permet en fait de remporter un voyage au CES à Las Vegas. Donc, c'est quand même un très beau cadeau, hein, faut le dire, voilà, tout frais payé. Et puis derrière, vous avez aussi pendant 1 an MSD qui vous aide à avancer sur votre projet.
Et ensuite, il y a le prix, le trophée donc Numanima, celui auquel j'ai participé, qui est normalement pour les startups. Sauf que moi, à ce moment-là, c'est vrai que je me suis pas mis dans le prix de test parce que en fait, on s'est juste loupé, on va dire, de catégorie et que ça rentrait en fait dans la partie, ça pouvait rentrer dans la partie start-up en fait, ce que j'avais fait. Et à ce moment-là, c'est plus des vétos qui ont déjà des projets qui existent. Peut-être la litière connectée là, je crois que vous en avez en test à l'école. Voilà, c'est vraiment des vétos qui ont déjà des projets normalement qui sont assez bien aboutis. Et moi, j'avais participé à ça. Et en fait, on a vraiment tout type, voilà, canin, rural. Moi, j'avais présenté pour la première fois un projet en port. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai remporté ce prix-là. Et t'es quand même parti au CES de Las Vegas, du coup. Oui. Enfin, t'y es parti, mais pas parce que t'as gagné un prix. Juste non. Parce que le prix, en fait, ça m'a permis de remporter 2 000 €, un chèque de 2 000 €, puis l'accompagnement aussi d'MSD pendant un an, de la pub autour, etc. Le CES, j'y suis allée grâce à Chenver, qui m'a permis de partir là-bas pour récupérer des nouvelles idées pour la boîte. Et donc le CES, c'est quoi? Parce que je pense que la plupart de nos auditeurs, ils connaissent pas trop le CES. Alors ça passe aux informations chaque année, si ça vous intéresse un peu plus. En gros, c'est le plus grand congrès mondial des nouvelles technologies. Mais tout domaine, c'est-à-dire tu vas voir Panasonic, tu vas voir Google, tu vas voir des super voitures, des bateaux électriques, enfin tu vas te retrouver un peu avec tout, et aussi tout ce qui est start-up, et puis après on peut avoir des fois récupérer des idées. Par exemple, nous, on travaille sur un boîtier là, qui récupère plusieurs types de capteurs. À la base, c'est un boîtier qui est utilisé dans les bâtiments, dans les bureaux, quoi. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir récupérer comme ça des idées et puis après de les transformer pour les adapter, nous, à notre domaine, quoi. Okay. Mais pareil, en veto, il y a plein de trucs qui sont présentés. Voilà, tout ce qui est... il y a pas mal de litières connectées, des colliers connectés. Voilà, c'est vrai que la partie PET, par contre, est pas mal représentée, plus pour les canins, quoi. Ouais, je crois que Grégory Santaner était venu nous en parler un peu lors d'une conférence à l'école. Et lui, il présentait déjà un peu VetinTech à ce moment-là. Et donc, ça veut dire qu'en gros, tu travailles sur d'autres outils de nouvelles technologies appliquées au monde de la médecine vétérinaire, au-delà de juste l'application sur laquelle tu bosses aussi, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, comme je vous expliquais, dans mon boulot, j'ai 80% de mon temps où je suis en élevage, mais j'ai 20% de mon temps où en fait, je fais de la R&D, des projets. L'idée, c'est vraiment, en fait, quand on est véto comme ça, porc ou volaille, c'est de dire, tiens, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie? Est-ce que tu aimes la digitalisation? Est-ce que tu aimes le bien-être animal? Est-ce que tu aimes tout ce qui est, par exemple, PCR, etc. Et en fait, derrière, on valorise ces compétences-là. Donc moi, vous l'avez bien compris, tout ce qui est digitalisation. Et donc derrière, je travaille sur d'autres projets comme ça. Pareil, je suis aussi un peu dans le groupe bien-être animal. Donc travailler comme ça sur des projets un peu différents de mon quotidien. Ok, donc ça te permet vraiment de t'épanouir en plus de développer autre chose que juste la médecine porcine, quoi. C'est ça. C'est que clairement, voilà, j'ai pas une journée qui se ressemble. Tous les jours, je fais quelque chose de différent. Je vois un élevage différent, des bâtiments différents. Voilà, c'est vraiment le côté. J'ai tendance des fois à m'ennuyer assez rapidement. J'adorais la canine, mais j'avoue que les vaccinations, les mêmes stérilisations, moi, au bout d'un moment, j'avais l'impression de tourner en rond. Et donc là, en fait, en ayant ce boulot-là, j'ai pas cette impression. Est-ce que pour toi, donc, c'est le pas d'après la médecine vétérinaire de développer et de maîtriser donc les outils numériques? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose vers quoi on doit aller et qui est important ou pas? Alors pour moi, si on n'y va pas, on va être largué. Je pense qu'au bout d'un moment, quand on voit maintenant tout ce qui existe, les propriétaires achètent d'ailleurs eux-mêmes leurs colliers connectés en canine, ils achètent eux-mêmes leurs boîtiers, leurs tracteurs connectés, etc. Les éleveurs, donc dans toutes les disciplines, je pense que canine, rural, production organisée, etc. Les gens vont aller acheter leur matériel. Et derrière, si nous, on sait même pas que ça existe, on sait pas du tout les utiliser, je pense que très vite on va être dépassé et les vétos qui sauront eux les utiliser vont très vite passer devant les autres, quoi. Donc je pense qu'il faut être très bon, voilà, techniquement dans notre boulot, mais faut garder quand même un peu un côté ouvert sur tout ce qui est numérique, parce qu'on voit très bien maintenant, on a tous un portable, on a tous des montres connectées, ce genre de choses, quoi. Et on s'imagine pas vivre sans. Donc maintenant, je pense que ça va être de plus en plus amené vers la partie animaux, quoi. Surtout que je pense qu'en particulier en médecine collective, maintenant, la mine d'or, c'est les données des élevages. Parce qu'on peut ensuite en faire des statistiques ou quoi et relier les choses. Et donc, est-ce que toi, justement, avec l'appli, tu vas récolter potentiellement des données ensuite et en faire quelque chose, ou le but, c'est juste d'évaluer et ensuite de proposer des actions?
Alors là, justement, c'est après à discuter en fonction de la suite de l'événement. Mais je pense que clairement, ces données-là, si on ne les utilise pas, on passe à côté de quelque chose. Hein. Et d'ailleurs, actuellement, les éleveurs ont beaucoup d'outils connectés, ventilation, etc. Quand on n'utilise pas les données, ils sont un peu frustrés aussi de se dire, mince, j'ai investi des fois dans du matériel, des logiciels aussi. Hein. Ils ont plein de logiciels qui enregistrent le nombre de porcelets produits par la truie, le nombre, tout ça. Et si on n'utilise pas, finalement, c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que nous, par exemple, chez Chêne Vert, on a des techniciennes, des ingénieurs qui travaillent sur ces données-là. Et c'est ça que les éleveurs attendent aussi. Hein. C'est qu'on leur, grâce à ce qu'ils vont nous donner, on va pouvoir les pousser plus loin. Et c'est ça qui nous permet aussi de toujours d'être plus performants et d'avancer d'autant plus, quoi. Donc pour toi, il faut se tenir à jour de ces outils-là, rester compétent sur ces outils-là. Et est-ce que tu n'as pas peur que, justement, tu dis que les éleveurs s'équipent de plus en plus, etc. Et puis au fur et à mesure des progrès de la technologie, est-ce que tu n'as pas peur que du coup le vétérinaire en tant que tel, en tant qu'agent sanitaire, en fait, il soit un peu relégué au second plan, comme ça reste un être humain un peu imparfait, quoi, face à une machinerie bien huilée d'un éleveur qui pourra lui dire bientôt la ventilation, elle indique ces valeurs-là, il y a tel ou tel problème, c'est sans doute lié, machin, enfin, tu vois. Alors justement, c'est un peu, comme tu dis, on a peur finalement d'être dépassé, quoi. Mais c'est pas du tout le cas. Enfin, moi, c'est vraiment l'impression que j'ai en port, c'est qu'on a beaucoup d'outils connectés. Il y a beaucoup de boîtiers de ventilateurs qui sont mal réglés. On a beaucoup de machines à sous. Finalement, tout est informatisé, c'est top. Il y a pas mal de problèmes. C'est là qu'on intervient. C'est là qu'on dit, non, tu dois rester maître de ta machine. Et hop, on lui dit, ça va pas, ça va. Et pareil, tous ces outils-là qu'on utilise, c'est pour derrière, en fait, hop, on a un outil qui nous aide à faire plus de préventif. Pareil, là, on parlait d'un boîtier connecté sur lequel on travaille. En fait, le problème, c'est que nous, on vit pas sur place. La nuit, on n'est pas là. Et en fait, avec cet outil-là, je vais pouvoir dire à l'éleveur, regarde ce qui se passe la nuit. Et en fait, c'est ça qui, derrière, va dire, tiens, je veux que ce soit toi qui passes dans mon élevage. Parce que, visiblement, tu vas pouvoir aller plus loin, tu vois. C'est vraiment un outil d'aide au diagnostic, un peu comme le stéthoscope. Actuellement, vous voyez un veto sans stéthoscope ? Non. Et pourtant, le stéthoscope tout seul, il va rien dire. C'est vous qui allez interpréter ce que va vous dire le stéthoscope. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu la même image. Et donc, si tu donnes un stéthoscope à l'éleveur, il pourra écouter le cœur, mais il pourra pas. Il pourra pas vous dire qu'il y a un souffle. Tout ça, ouais. Donc c'est ça en fait l'outil. C'est vraiment, je pense que voilà, pareil, quand le stéthoscope est sorti, je pense qu'il y a la même question qui est arrivée. Hein. Est-ce qu'on va pas être dépassé ? Mais non, parce que les gens, tu leur mets un stéthoscope, mais à part entendre les boum boum boum, ils vont pas savoir l'interpréter. Ouais. Moi maintenant peut-être je souhaiterais parler un peu d'autre chose. Là ça fait pas longtemps maintenant que tu exerces en porcin. Est-ce que tu penses que tu vas faire ça tout au long de ta vie ou est-ce que tu penses à un moment tu auras envie de changer et de faire autre chose ? Faut jamais dire jamais, hein. Mais après, si tu veux, j'ai fait pas mal de canines avant quand même de passer en porcin. Hein. Depuis que je suis au collège, tous les étés, je faisais des stages en canine, etc. Donc je sais ce que c'est vraiment la canine. Je suis pas sûre de vouloir y retourner, notamment pour des questions clientèle. Après, voilà, le porc, vraiment, je m'épanouis, je m'ennuie pas. Pour l'instant, je dirais non, mais voilà. Ok, c'est bon à savoir parce que en général, quand on reçoit des jeunes diplômés, ils sont plus dans le doute et dans le flou par rapport à là où ils seront dans 10 ans, quoi. Enfin, je veux dire, même nous, je suis pas sûr qu'on sache où on sera dans 10 ans. Donc, Clairement pas. Ok. Quel est ton avis sur la filière porcine en général ? Vers quoi ça va aller ? Parce qu'on parle beaucoup justement de bien-être. Les consommateurs, ils s'intéressent de plus en plus à ça. Donc notamment, je pense qu'il y a plein de consommateurs qui se disent que l'élevage hors sol, c'est quelque chose qui est pas bon pour le bien-être. Et qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça ? Et donc, comment tu vois l'évolution ? Est-ce que tu vois une évolution de la filière ? Alors, je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de vidéos qui sont montrées sur le net, notamment L214, qui montrent des images qui peuvent être modifiées, une petite musique triste, voilà. Moi, j'aimerais bien que les gens aillent voir des comptes professionnels. Donc, c'est pour ça, par exemple, que je me suis mis sur Instagram pour essayer de montrer qu'est-ce que l'élevage de porc. Tu peux rappeler ton hashtag Instagram. Ouais. Donc, moi, voilà, j'ai créé un compte Instagram, donc Dr Bacon Girl. Donc docteur-8 Bacon Girl. Et l'idée, c'est vraiment de montrer des images sans filtre. De toute façon, je ne sais pas utiliser les filtres. Donc, donc clairement, c'est des images faites sur le terrain, pas modifiées. Pareil, je suis trop nulle en Photoshop. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de montrer ce que c'est que l'élevage vraiment. Donc évidemment, il y a des bons élevages, il y a des mauvais élevages, comme tout.
Je pense qu'il y a des bons propriétaires de chiens comme des mauvais propriétaires de chiens. L'idée, voilà, c'est que faut voir quand même que les éleveurs essayent d'avancer. Ils essayent d'être au mieux du bien-être animal. On a des formations en ce moment de tous les éleveurs sur la partie bien-être animal. Il y a une législation derrière. Il y a aussi voilà, des normes à mettre en place. Là, on a tous nos éleveurs qui sont dans les normes. Voilà, essayer d'avancer à ce niveau-là. Après, le problème, c'est qu'à force de trop vouloir aussi, on arrive à un moment où on n'arrive plus enfin, l'éleveur n'arrive plus à s'y retrouver. Parce que économiquement, quand on vous dit, voilà, les cases maternité, on va passer maintenant à des cases liberté, en fait, c'est 8 000 € la place. Quand on voit qu'en moyenne, c'est 250-300 truies par élevage, vous multipliez 300 par 8000, vous voyez bien un petit peu, enfin pas autant, mais je veux dire, vous voyez bien un peu le chiffre que ça fait, et derrière, le cochon, il n'est pas payé plus. Donc voilà, l'éleveur, je pense qu'il essaye de faire un maximum. Le cahier des charges français est très strict. C'est pour ça, d'ailleurs, mon petit conseil à donner, c'est si vous voulez consommer bien par rapport au bien-être animal, prenez le logo français. Après, qu'il soit plein air, qu'il soit bâtiment, honnêtement, on a de tout. Je suis aussi des éleveurs plein air. On peut penser que c'est mieux, parce qu'en effet, au niveau comportement, ça s'exprime mieux, sauf que derrière, il fait froid. Quand vous avez les abreuvoirs qui sont glacés en plein hiver, que l'éleveur, il doit aller les déglacer régulièrement, mais que ça regèle derrière, il y a quelques heures où l'animal n'a pas forcément d'eau. Et l'éleveur a beau faire tout son possible, là, contre les aimants, il peut rien. L'été, quand vous avez un coup de soleil sur les cochons, l'éleveur peut pas mettre de la biafine sur tout le monde. Donc c'est ça qu'il faut voir aussi, c'est qu'on a des avantages et inconvénients dans chacun des systèmes, et c'est pas parce que les animaux sont enfermés, c'est pas parce qu'on a les trucs qui sont bloqués qu'elles sont moins bien. D'ailleurs, un exemple tout con, quand on va en verraterie, les truies, elles sont, entre guillemets, on a des cases, mais elles peuvent avancer, rentrer dans la case ou sortir, elles font comme elles veulent. La plupart restent dans leur case. Bon, donc voilà. L'idée, c'est vraiment dire consommer plutôt français, parce que le cahier des charges est suffisamment important pour que derrière... Là, il y a peut-être des gens qui te répondraient que je ne sais pas si c'est plus cher ou pas, mais comment tu ferais pour justement inciter les gens à acheter français? Est-ce que tu penses que c'est une question que les gens ont pas le moyen d'acheter, enfin qu'ils n'ont pas assez d'argent, ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui doit venir de l'État, qui doit soit soutenir les éleveurs, soit faire quelque chose, faire en sorte que de mettre en valeur les produits français? Comment tu penses que ça peut se faire? Il y a plusieurs choses. Déjà, quand on achète du jambon, vous regardez la barquette, il y a 40 000 labels. 40 000 logos, finalement, on ne sait plus quoi prendre. Donc les éleveurs voient bio, bio c'est forcément mieux. Pas forcément. Donc l'idée, c'est déjà de se dire, qu'est-ce que je regarde sur la barquette? Déjà, regardez le logo français. C'est pas toujours plus cher. Déjà, regardez ça. Ensuite, oui, des fois, c'est un peu plus cher. Je suis d'accord avec toi. Après, est-ce qu'on mangerait pas mieux? Enfin, je veux dire, manger peut-être moins de viande, mais mieux. Plutôt que de manger de la viande à tous les repas, en manger une fois par jour, c'est peut-être déjà bien. Et puis après, oui, c'est aussi à l'État de nous aider un petit peu. Enfin, je veux dire, communiquer autour de ça. Après, c'est aussi des questions marketing. Je veux dire, au niveau de la barquette, quand vous avez tous les logos, le français n'est pas forcément mis très en valeur, mais ça c'est compliqué. Voilà, c'est comme pour le poulet et les œufs, c'est vrai que c'est pareil. C'est ça. Très difficile de faire un choix. Mais après, il y a peut-être aussi une rupture entre les éleveurs et la société, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de relation. Est-ce que les éleveurs, ils n'ont pas parfois la sensation que justement, on met toute la charge sur eux et qu'ils se sentent un peu démunis face à ça? Est-ce que tu as ressenti ça? Beaucoup, oui. Alors c'est vrai que là, on fait les formations bien-être animal, donc on aborde aussi la question sociétale. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu éduquer la population, donc il y a j'ai pas mal d'éleveurs qui ont baissé les bras, qui me disent ouais, mais on sait plus quoi faire. J'ai certains éleveurs là, notamment un de mes éleveurs qui fait de la communication sur Twitter, sur Instagram, etc. pour présenter son élevage. Il me dit oui, mais moi aussi je commence un peu à m'essouffler, parce que quand je vois derrière que L214 va sortir une même vidéo que moi, enfin une vidéo dans le même temps que moi, et qu'elle va être 1000 fois plus regardée, oui, ça me dégoûte aussi un peu, quoi. Et que finalement, les gens qui vont me suivre sur les réseaux, c'est des gens qui de toute façon croient déjà à l'élevage, et j'ai plus rien à leur apprendre, quoi. Donc c'est un peu le côté dommage, c'est que finalement les vidéos un peu trash, quoi, les vidéos c'est celles qui vont le mieux fonctionner par rapport à des vidéos plus éducatives et plus vraies, quoi, que l'éleveur peut faire lui-même dans son élevage. Et du coup, je rebondis sur ça. Est-ce que tu as aussi un rôle à jouer dans la relation avec l'éleveur, je sais pas, un soutien psychologique ou des choses comme ça quand il parle de ça?
Oui, de toute façon, on est toujours là pour eux aussi. Hein. On les aide parce que, comme on disait, on a quand même une relation forte avec eux. Donc, on les voit aussi. Là, voilà, le prix du cochon a beaucoup varié. Quand ils étaient dans le dur, oui, des fois, on voyait, ils avaient les larmes aux yeux. Ils voulaient pas forcément nous prendre, etc., en rendez-vous. Là, maintenant, le prix du cochon est meilleur. Donc, tout d'un coup, ils ont plein de projets. Tout va mieux. Voilà. Donc, en effet, on est aussi un certain soutien, notamment tout ce qui est grippe aviaire. Hein. Je pense que voilà, les vétos-volailles sont aussi là pour soutenir aussi un peu l'éleveur, hein, pour l'aider. Mais après, sur ces sujets-là, c'est toujours un peu compliqué. Moi, j'essaie de les aider en disant, voilà, j'ai un Instagram, j'essaye aussi. Et puis, j'ai pas mal d'éleveurs qui se prennent au jeu. C'est-à-dire, je leur dis, tiens, je suis dans ton élevage, on va prendre une photo, quoi. Donc, moi, toutes les images que je prends, c'est des élevages différents. J'essaie de prendre quasiment dans tous mes élevages où je vais. Hein. Partout, je peux prendre le téléphone, en tout cas, par rapport aux raisons sanitaires aussi. Et en fait, tous les éleveurs me disent, oui, vas-y, fais-le. Si ça peut t'aider, si ça peut nous aider, vas-y, quoi. Et tu parlais un peu du soutien psychologique avec l'influenza aviaire des éleveurs avicoles. Est-ce qu'en médecine porcine, du coup, pour les gens qui nous écoutent, il y a ce type de problème-là on va dire ce type d'épidémie, ce type de maladie qui se répandent dans pas mal d'élevages et qui représente un vrai problème sanitaire actuellement, un peu au même niveau que des maladies comme la tuberculose ou la BVD ou l'IBR en bovine, là, qui représentent des vrais enjeux actuels? Alors nous, on a la peste porcine africaine. Donc pour l'instant, on a de la chance. En France, on n'en a pas. Après, la question, c'est pas est-ce qu'on en aura un jour, c'est quand est-ce qu'elle va arriver. Et là, oui, ça va être la même problématique que l'influenza aviaire, avec quand même la petite chance que ça passe pas par l'air. Ouais. Donc déjà, on va être sauvé par rapport à ça. Mais clairement, oui, ça risque d'être compliqué. Il y a des exercices qui sont faits. Chaque année, il y a des vétos aussi qui déclarent. Moi-même, cet été, j'ai déclaré un cas en pensant que ça pouvait être ça. Heureusement, c'était négatif. Mais ça fait aussi des bons entraînements pour se dire, quand on est face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que pareil, on vous apprend à l'école, alors vous faites ça, vous appelez ci, vous appelez là, vous êtes à l'élevage, vous dites mince, ça y ressemble, j'ai pas mon cours avec moi, quoi. Donc qu'est-ce que je fais Surtout que par rapport à l'influenza aviaire, où là maintenant je pense que la plupart des vétos du coin ils sont au courant des procédures et tout le monde est rodé. C'est vrai que la peste porcine, j'ai l'impression que tout le monde est un peu dans l'expectative et tout le monde est aux aguets, mais en même temps c'est vrai que c'est pas encore arrivé, donc on n'a pas eu l'occasion, je crois, de mettre à l'épreuve nos systèmes sanitaires, j'imagine, d'une certaine manière. Non, il y a eu un exercice qui a été mis en place là il y a un an en Bretagne pour simuler un cas de peste porcine et c'est là qu'on a vu quand même que c'était compliqué, hein, parce qu'on bloque l'élevage, donc tout ce qui est arrivé d'aliments, départ des cochons, arrivée des cochons, etc. On bloque tout de suite, c'est plus compliqué. Hein. Et puis c'est beaucoup d'argent qui est dépensé aussi. Hein. Mais bon, on espère que ça arrivera dans longtemps. Ouais. On touche du bois. C'est ça. Merci beaucoup Laura pour t'être prêtée du coup à ce petit entretien. N'oubliez pas du coup pour ceux qui nous écoutent d'aller suivre Dr-Bacon Girl, c'est ça, sur Instagram pour voir la réalité des élevages au-delà de ce qui peut vous être montré dans d'autres vidéos plus sensationnelles. Et voilà, je sais que tu vas faire une conférence juste après pour le GTV, c'est ça ? C'est ça, ouais. Donc bon courage pour ça et voilà, passe une bonne soirée. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux ainsi que Dr Bacon Girl et à la prochaine. Merci beaucoup.